Bonjour à tous et bienvenue dans Pour tout vous dire. Après plus de 20 ans de politique pour la sauvegarde du panda, ce mammifère emblématique de la protection animale a été retiré de la catégorie en voie de disparition. Une belle réussite qui couronne les efforts menés pour protéger cet animal. Toutefois, il ne faut pas crier victoire, les pandas restent une espèce vulnérable. Ils pourraient d'ailleurs subir de nouvelles pressions dues au dérèglement climatique, un des nombreux défis à relever pour la préservation de la biodiversité dans les années à venir. Alors que le Congrès de la nature vient de se refermer à Marseille et que les regards se tournent vers la COP15 de Kunming en octobre, la préservation de la biodiversité est plus que jamais à l'ordre du jour. Nous allons en parler aujourd'hui en revenant sur l'exemple des pandas et la belle histoire qui les lie au parc zoo de Beauval, situé dans le centre de la France. Pour cela, je recevrai Delphine Delors, directrice générale associée du Zoo-Parc de Beauval, et Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue protectrice des oiseaux. Et puis, la deuxième partie de cette émission sera consacrée à un maillon essentiel de la biodiversité, les abeilles. Nous en parlerons avec l'inventeur d'un outil innovant pour l'apiculture, Jérôme Clergeau, qui nous rejoindra tout à l'heure. Bonjour à tous les deux, Alain Bougrain-Dubourg et Delphine Delors, et merci d'être avec nous pour parler de biodiversité et de pandas. Delphine Delors, vous êtes la fille de la fondatrice du parc zoo de Beauval et vous en assurez la direction avec votre frère, Rodolphe. Beauval, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un parc zoologique situé à Saint-Aignan, en région Centre-Val de Loire, qui accueille plus de 35 000 animaux sur 44 hectares, dont aujourd'hui 4 pandas, on va en parler. Et vous, Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes un journaliste, un réalisateur et un défenseur des animaux connu par tous les Français pour vos émissions de télévision. Et vous œuvrez depuis 1986 pour la protection des animaux en tant que président de la Ligue protectrice des oiseaux, la LPO. Alors, la biodiversité, depuis quelques années, on en entend de plus en plus parler parce que son évolution inquiète. On parle d'effondrement de la biodiversité, on parle d'extinction de masse, des termes qui font peur. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la situation, Alain Bougrain-Dubourg, peut-être en France, se limiter peut-être à la France, nous donner quelques exemples peut-être significatifs? On va dire que globalement, on considère qu'actuellement, au moment où je vous parle, vous avez une espèce de batracien sur 3 qui disparaît, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8, parfois moins encore. C'est dire le déclin auquel on assiste. Mais j'ai envie de prendre un exemple plus global. On va prendre les mammifères, par exemple, sur la planète actuellement. Eh bien, figurez-vous que 67% des mammifères qui vivent sur la planète, c'est le bétail de l'homme. Les bovins, les caprins, voilà, c'est le bétail de l'homme. 30% des autres mammifères, ce sont les hommes. Vous faites le calcul, ça fait 97%. Il reste 3% de mammifères sauvages, de la musaraigne à la baleine en passant par le rhinocéros, qui subsistent actuellement sur la planète. Voilà ce qu'on a fait de la biodiversité qui est en déclin. Et si on a conscience du drame que l'on vit sur le plan climatique avec tous les effets produits, je crois qu'on ne mesure pas assez que le déclin de la biodiversité nous emmène de la même manière dans le mur. Oui, alors, juste pour mettre les choses un tout petit peu au clair, mais très vite, est-ce que vous pourriez nous rappeler quels sont, en fait, les principaux fléaux qui sont des défis pour la biodiversité? Alors, très clairement, on le sait, c'est l'agriculture intensive. Ça va de l'huile de palme en Asie du Sud-Est au soja qui conduit à la déforestation. Et puis, l'intensification, le cortège chimique en Europe, par exemple. Ensuite, c'est l'artificialisation, le béton et l'asphalte qui rongent les espaces naturels agricoles. Il y a les espèces invasives qui vont poser un problème aux vivants dans les différents sites. Et puis, enfin, et c'est très important, il y a le réchauffement climatique.
Alors, la protection des espèces, c'est aussi une des missions du parc zoo de Beauval, qui a mis en place de nombreux programmes de recherche, et notamment en collaboration avec la base de recherche sur les pandas géants de Chengdu, en Chine. Delphine Delors, les zoos d'aujourd'hui n'ont plus du tout la même mission que celle qu'ils avaient autrefois. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? C'est vrai, si l'on voit les zoos uniquement comme un parc de loisirs, nos missions ont beaucoup changé. Nous sommes toujours un lieu de parc de loisirs, un lieu où nous essayons d'émerveiller nos visiteurs. On ne peut protéger et aimer que ce que l'on aime. On ne peut protéger et sauver que ce que l'on aime. Et je pense que voilà, nos visiteurs, en étant devant la majesté d'un tigre, la beauté d'un oiseau qui s'envole, sont émerveillés et se disent que ces animaux ne peuvent pas disparaître. Et c'est souvent leur seul contact avec le vivant, puisque, ainsi qu'Alain le disait, nous avons beaucoup coupé l'homme de la nature, ce qui est un problème. Cette artificialisation de nos modes de vie font qu'on n'est plus du tout en prise directe avec cette nature. Nos missions, je dirais, c'est vraiment émerveiller, protéger et parler aux gens. Alors, sensibiliser. Le Congrès mondial de la nature de l'UICN vient de se refermer et on attend maintenant la COP 15 qui va se tenir à Kunming en Chine. Un premier volet en ligne et puis la suite, je crois, en mars 2022. Quelles sont les spécificités de ces deux rendez-vous, très rapidement, et puis à quoi ça sert finalement? Alors, on va dire que l'UICN, ça représente un peu plus de 150 pays, 18 000 experts, qui font finalement l'état des lieux du vivant. Et c'est eux qui nous indiquent, pour les espèces animales et végétales, quelles sont les plus menacées. Par exemple, à Marseille, on a pu constater que les efforts qui ont été engagés pour moins prélever de thon ont porté leurs fruits. Les thons remontent. En revanche, on voit que les requins continuent et les raies de baisser. On voit des espèces comme le dragon de Komodo dans les îles de la Sonde qui pourraient être gravement impactées par les effets du changement climatique. Donc c'est un état des lieux, alors que les COP, c'est purement politique. C'est-à-dire que les pays s'engagent sur des mesures qui auront été proposées, mais là, c'est en principe contraignant. Alors que les recommandations de l'UICN, je ne veux pas dire que ça serait désobligeant, ce sont des vœux pieux, ça va bien plus loin. Ce sont des experts admirables qui font ces propositions, mais on n'est pas obligé de les suivre. Sauf que quand l'UICN nous fait des recommandations et que les pays disent oui, c'est déjà un premier pas vers une réglementation plus stricte qui s'applique dans les COP. Et alors, la COP 15 de cette année doit déboucher sur un accord qui serait l'équivalent pour la biodiversité de l'accord de Paris. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on doit en attendre? Tous sont l'équivalent de l'accord de Paris. On a dit que l'accord de Paris en climat était historique. C'est vrai qu'il y a eu un engagement. Mais moi, à mon âge, j'étais à Rio pour la première, ou l'une des premières COP importantes, le sommet de la Terre à Rio en 1992. Et des gens s'est engagé à stopper la perte de la biodiversité. Et puis j'étais à Nagoya 10 ans plus tard et on se disait, ça y est, on va se réjouir, on a gagné. Et non, le déclin se poursuivait. Et puis j'étais après à Hyderabad, en Inde. Et puis on s'est dit, et à chaque fois, on se repasse la patate chaude. On est actuellement en train de vivre un déclin, mais dramatique, du vivant. Et je ne crois pas qu'on prenne la mesure des conséquences que cela pourra avoir. Alors, l'un des éléments importants, et le président Macron l'a martelé, c'est qu'on puisse élever la préoccupation de la biodiversité au même niveau que celle du climat. Ça ne sont pas que des mots, ça veut dire que politiquement, si on fait un acte politique, on doit tenir compte de la biodiversité et que par ailleurs, on doit mettre les moyens financiers comme on le fait pour le climat. Ça, c'est encore des vœux pieux, on va voir comment ça se passe dans les faits. Mais au moins, ces grands événements permettent au public d'être sensibilisé, comme on en parlait tout à l'heure. Absolument. Le panda, c'est une
plutôt une bonne nouvelle, là, pour le coup. Le panda n'est plus une espèce en voie de disparition. Je crois que Il est vulnérable. Voilà, il est passé dans la catégorie vulnérable. Donc, ça reste menacé. Ça reste menacé, mais quand même moins que ce n'était le cas dans les années 80, où je crois qu'il ne restait même pas 1000 pandas à l'état sauvage. C'est un exemple à suivre, d'après vous, ce qui s'est passé? C'est un exemple, en tous les cas, effectivement, du fait qu'on peut renverser la vapeur, essayer d'agir. En fait, en protégeant un animal emblématique comme le panda, pourquoi le panda? Parce que c'est trop mignon. Du coup, les gens l'aiment. Du coup, ils veulent le protéger. En protégeant le panda, comme en protégeant une autre espèce emblématique, on va évidemment protéger toute la biodiversité qui est autour de lui. En créant ces réserves, on va protéger les milliers d'espèces d'oiseaux, les dizaines de milliers d'espèces d'insectes, de flore, etc. Donc, ces espèces deviennent des ambassadeurs, des porte-paroles des espèces en voie de disparition et des espèces porte-parapluie, en ce sens qu'ils vont, en les protégeant, on va protéger les autres. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Quel est l'intérêt de protéger une espèce comme le panda qui n'apporte pas de services écosystémiques, comme on les appelle aujourd'hui, qui est d'une certaine manière inutile? Et la Joconde, elle est utile? Voilà, c'est tout. Enfin, toute espèce, de toutes les façons, est utile. Mais on n'a pas le droit. Enfin, on est dominant sur la planète. On a des devoirs à l'égard des plus faibles. Voilà, on n'a plus à se poser la question de l'utilité ou non. On doit cohabiter avec le reste du vivant et s'intégrer au milieu avec pudeur. Et puis on le voit bien, quand on déséquilibre la nature et que les espèces disparaissent, on voit bien ce qui se passe derrière avec des populations surabondantes dans d'autres, des disparitions, des espèces invasives qui arrivent. Non, toute espèce a un rôle à jouer. On peut nous le demander pour l'orang-outan. Pourquoi sauvegarder l'orang-outan? Exactement. Bon, il y a plein de raisons. Et alors, le panda, c'est une star à Beauval. Hein, et il a boosté les visites. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé depuis l'arrivée des pandas? Effectivement, en communication, a permis à Beauval d'avoir une ampleur nationale. On est devenu connu, effectivement, nationalement. Un peu ce que je vous disais, cet animal attire l'attention et on a besoin d'animaux ambassadeurs qui vont pouvoir générer de l'amour chez les gens pour qu'ils s'intéressent à la conservation. Quand je fais des campagnes de publicité, je vais afficher un panda, je ne vais pas afficher sur la biodiversité, les menaces, etc. D'abord parce que les gens en ont un peu ras-le-bol, parce qu'on a besoin d'avoir de bonnes nouvelles. Donc ils viennent passer une bonne journée. Et quand ils sont chez moi, là, à ce moment-là, on peut tirer les ficelles et leur expliquer tout ce qui se passe. Et on n'arrête pas tout au long de leur journée de leur parler et des bonnes nouvelles qui se passent et de ce que l'on peut créer pour cette sauvegarde de la biodiversité. Donc le panda est vraiment très utile, cet ambassadeur. C'est vraiment un fort symbole. Mais on en a d'autres. Hein. Le koala aussi est un fort symbole. Il a pareil un pouvoir d'attractivité. Les gens pensent que c'est une petite peluche très mignonne. Pas du tout. Hein. Ils détestent qu'on l'approche, le koala. Les okapis, les éléphants, enfin voilà, toutes ces espèces phares et emblématiques vont pouvoir nous permettre de parler concrètement de ce qui se passe sur le terrain. Alors cet été, un heureux événement s'est produit à Beauval. 2 jumelles pandas sont nées au mois d'août. Il s'agissait de la 2e naissance de pandas en France. Retour en images. La famille panda s'est agrandie à Beauval. Juan, la femelle panda, prêtée par la Chine au zooparc de Beauval, a donné naissance à 2 bébés en pleine santé dans la nuit du 1er au 2 août. 2 petites boules roses qui feront leurs premiers pas auprès de leurs parents, comme leur grand frère, Yuan Mang, né au parc le 4 août 2017. Pour la naissance, une opération aussi délicate qu'exceptionnelle, toute l'équipe de Beauval était sur le pont et une soigneuse du centre de recherche sur le panda géant de Chengdu est venue spécialement prodiguer des soins aux côtés des vétérinaires du zoo. À leur naissance, les nouvelles-nées étaient en pleine forme, avec un poids se situant dans une fourchette haute. Aujourd'hui, Fleur de Coton et Petite Neige ont déjà bien grandi. À 1 mois et demi, elles pèsent chacune près de 2 kilos. Les nouvelles stars de Beauval commencent à se couvrir de poils noirs et blancs sous l'œil d'une caméra qui permet au public d'avoir des nouvelles en direct sur écran.
en attendant de pouvoir les admirer dans le parc qui leur est consacré quand elles seront plus grandes. À l'âge adulte, elles vivront seules et passeront 14 heures par jour à mastiquer 20 kilos de bambou. Voilà, c'était un moment très émotionnel, je suppose, Delphine Delors. Émouvant. C'est très émouvant. Moi, j'étais effectivement auprès de Juan quand elle a mis bas. Et c'est vrai que l'arrivée de ces petites jumelles est un événement majeur pour le monde des zoos, pour le monde de la conservation, parce que c'est encore une fois un emblème. Voilà, cette reproduction si difficile en plus chez les pandas porte beaucoup d'espoir. Et puis nous avons beaucoup d'animaux qui se reproduisent à Beauval. Nous avons plus de 900 naissances par an. Et pour certains, on a fait des réintroductions. Par exemple, nous avons ramené 2 femelles gorilles qui sont nées à Beauval au Gabon. L'une d'elles a eu un bébé qui est unique au monde, puisque pour la première fois au monde, au Gabon, est né un bébé gorille issu de 2 gorilles nés en parc zoologique. Alors, on va retrouver maintenant, s'il est bien avec nous, en liaison vidéo, le docteur Baptiste Mulot, chef vétérinaire du parc zoo de Beauval. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez revenir très rapidement justement sur ce moment exceptionnel et très émouvant de la naissance des jumelles pandas au mois d'août? Alors, c'était un moment assez intense. On savait, les quelques jours qui ont précédé la naissance, on savait qu'il y avait 2 bébés. On avait vu à l'échographie, on savait que les 2 bébés grandissaient de manière homogène. Et tout s'est passé très très vite. Juan a vraiment bien travaillé et on a eu assez rapidement en fait 2 bébés qui étaient quasi identiques. Donc pour le coup, on voyait pas de différence entre les deux. Et surtout, on a eu un vrai changement du comportement de Juan par rapport à ses bébés, puisque instantanément, elle s'est tout de suite mise en mode maman et à s'occuper de ses bébés et des 2 pendant quelques secondes en tout cas, quelques minutes, de manière très maternelle. Donc, elles pesaient, je crois me souvenir, 128 et 149 grammes à la naissance. Elles en sont où aujourd'hui? Comment est-ce qu'elles se développent? Comment est-ce qu'elles grandissent? Alors, elles grandissent très bien. On a une belle courbe de poids. Elles faisaient effectivement 128 et 149 grammes à la naissance. Et aujourd'hui, en 1 mois et demi, elles ont multiplié leur poids un peu plus d'un facteur 10, puisqu'elles sont à 1,9 kg chacune quasiment. On devrait passer la barre des 2 kilos là, d'ici ce week-end. Donc, ça n'a plus rien à voir avec les images qu'on voit là. C'est-à-dire qu'à la naissance, effectivement, c'est tout rose, sans poils, les yeux fermés. Et c'est une toute petite crevette. Aujourd'hui, on a 2 petits bouddhas d'1,9 kg qui sont tout en poil, avec les très jolies taches noires du panda. On a une vraie distinction entre les 2, puisqu'elles ont toutes les 2 des taches qui sont bien distinctives. Et donc, on sait les reconnaître sans souci. Merci beaucoup, Baptiste Mulot, d'avoir été avec nous. Vous étiez bien sûr tous les 2. Je ne sais pas si vous étiez présents. Non, je n'étais pas présent. La question qui se pose, est-ce qu'on considère qu'elles sont sauvées aujourd'hui? Oui. Oui. Elles sont, on aurait dû la poser à Baptiste, oui. Mais oui, on considère qu'elles sont hors de danger. Les Chinois attendent 100 jours, puisqu'on a la cérémonie du nom au bout de 100 jours. Mais alors, là, elle s'appelle maintenant Fleur de Coton? Alors, elle s'appelle Fleur de Coton et Petite Neige, mais ce sont des surnoms pour l'instant. Ah oui, d'accord. Donc, nous allons voir avec la Chine pour les nommer. Puisque c'est la partie chinoise qui donne les noms traditionnellement à ces pandas. On verra comment on fait. D'accord. On garde le mystère pour l'instant. Et pour finir, on va revenir sur une actualité qui vous concerne tous les 2. Au mois de juin 2021, Beauval est devenu un refuge LPO. Donc l'idée, c'est que vous vous associez pour mener des actions ensemble en faveur de la protection des animaux. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça va s'articuler et peut-être nous rappeler, Alain Bougrain-Dubourg, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est qu'un refuge LPO? Alors, un refuge LPO, c'est un lieu où on essaie de favoriser la biodiversité à travers des conseils qui sont donnés par les experts de la LPO. Chacun peut faire son refuge voilà. LPO. Alors, on en a à peu près 40 000 en France actuellement et ça représente 50 000 hectares globalement. C'est considérable. Il y en a qui sont singuliers, comme le parc zoologique de Beauval, mais il y a tout récemment l'hôtel de Roquelaure, c'est le ministère de la Transition écologique, qui est devenu
au refuge LPO. Enfin bon, on a des refuges très prestigieux et l'idée, c'est d'inviter les citoyens, comme les entreprises, comme l'administration, à valoriser le site pour favoriser la biodiversité. Et on est ravis que ça se passe à Beauval, parce que il y a un espace formidable, il y a des gens compétents, il y a une volonté commune. Je voudrais dire qu'on n'est pas d'accord, ça a été une réflexion au conseil d'administration de la LPO de faire la même chose dans tous les parcs zoologiques, parce qu'on est réservé sur la captivité, mais il y a des parcs zoologiques comme Douai-la-Fontaine, Beauval et autres, avec qui on travaille dans des programmes extraordinaires de sauvegarde, les vautours fauves par exemple, qui existent dans les Cévennes grâce à la collaboration avec des gens comme Douai-la-Fontaine ou autres. Et donc voilà, et on a un projet, je ne vais pas être trop long, qui va être, je peux le dire, Oui, bien sûr. J'espère le plus grand centre de soins pour la faune sauvage d'Europe. À Le Beauval. plus remarquable qu'on va faire à Beauval. J'en ai parlé avec l'équipe et on a réfléchi, on a fait des échanges avec nos équipes respectives. Et là, c'est formidable, c'est pour soigner tous les animaux sauvages victimes de la route, de la chasse, des fils à haute tension, que sais-je encore, et qui arrivent dans les centres de soins et qu'on soigne pour relâcher dans la nature. Voilà. On va continuer de parler de la biodiversité et nous allons accueillir maintenant l'invité de la deuxième partie de cette émission, Jérôme Clergeau, pour parler des abeilles, de leur rôle essentiel pour la biodiversité et la production de notre alimentation et de l'entreprise qu'il a créée pour aider les apiculteurs. Bonjour Jérôme Clergeau. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes fondateur de B2BIP et vous œuvrez pour la défense des abeilles en fournissant des solutions connectées pour les apiculteurs et en accompagnant les entreprises dans leur démarche RSE. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais tout d'abord, vous avez commencé par inventer une balance connectée quand vous étiez étudiant, je crois, pour les ruches. Et aujourd'hui, vous avez donc cofondé une entreprise pour commercialiser cette innovation. Vous pouvez nous raconter le concept et un petit peu l'histoire qu'il y a autour? L'idée, c'est ça, vous avez tout bien résumé. On était sur un projet étudiant à la base où on devait concevoir une balance connectée pour l'apiculteur de notre lycée. Et puis, ce projet étudiant, petit à petit, s'est transformé en une entreprise, sentant qu'il y avait un intérêt particulier. Le monde de l'agriculture est très moderne, très industrialisé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et l'apiculture est restée un petit peu en marge de tout ça. Donc, à force de faire des salons, de discuter, on s'est rendu compte que la balance connectée avait un vrai atout et un vrai intérêt pour l'apiculture. Et donc, on s'est lancé. Et donc, j'ai fondé la société. Puis, j'ai été rejoint et je me suis associé avec un industriel du pesage, parce qu'il faut toujours être accompagné par des plus anciens, c'est mieux. Donc, voilà, on a monté ensemble la société. Aujourd'hui, on a la chance de vendre partout en Europe et partout dans le monde. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ça sert de peser les ruches? Pour ceux qui ne connaissent pas l'apiculture, ça ne semble pas quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que ça apporte? Alors la balance, c'est avant tout un outil de mesure pour les apiculteurs. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir suivre tout ce qui se passe en temps réel sur les colonies. Donc la balance se positionne sous la ruche et envoie toutes les 30 minutes des informations sur un tableau de bord. Par exemple? Par exemple, des informations de poids, de température et d'humidité, donnant à l'apiculteur une vision globale de tout ce qui se passe sur le rucher en temps réel. Donc pour ça, l'avantage, c'est de pouvoir limiter les déplacements pour l'apiculteur professionnel, qui peut avoir parfois des ruchers distants de 200-300 km. Donc un gain pour l'environnement. Un gain pour l'environnement, un gain économique aussi, qui n'est pas négligeable pour le monde de l'apiculture, et bien entendu une efficacité pour l'intervention sur les ruchers. Donc c'est la suivi des mielés, c'est également le suivi des ressources. Les abeilles consomment leur propre miel, donc on arrive à suivre la consommation de miel pour venir nourrir au bon moment si nécessaire, et aussi éviter tous Lorsque les petits... elles-mêmes n'ont plus assez de miel pour se nourrir, on peut apporter d'autres nutriments. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on nourrit les abeilles, donc on vient leur apporter différents types de matières. On peut nourrir avec des choses qui ressemblent à du miel, avec des sirops, des pains de sucre. Mais voilà, l'outil, c'est vraiment ça. Et puis, c'est également accompagné sur tous les petits tracas quotidiens qui peuvent arriver. Voilà, une tempête, un toit qui s'envole, ça peut mettre en péril l'ensemble de la ruche. Un essaimage, la ruche qui se coupe en deux à la naissance d'une nouvelle reine. Et donc, là, l'apiculteur le voit tout de suite. Nos balances sont précises à 50 grammes, ce qui permet vraiment d'avoir une qualité de mesure et une précision de mesure permettant d'intervenir au bon moment.
Alors, on va parler maintenant de justement la situation des abeilles qui sont aujourd'hui en voie de disparition dans le monde. Quelle est la situation en France, si vous la connaissez? Est-ce que vous pourriez nous dresser un bilan? En France, elle est similaire à ce qui se passe dans le monde. On est face à un déclin de la biodiversité et des pollinisateurs. Et donc, généralement, on a une perte d'à peu près 30%. Ça, c'est le chiffre le plus fort. Certains professionnels arrivent à se sortir avec 2 ou 3% de perte, mais on a une grosse perte d'une ruche sur 3 environ en France, liée à différents facteurs. Voilà, alors est-ce que vous Qui pouvez peuvent les être mentionner? l'apiculteur, qui peuvent être également un parasite qu'on appelle le varroa, qui est une maladie en fait qui se met dans les ruches, qui est répandue en France maintenant depuis de nombreuses années et qui se développe d'année en année de plus en plus, comme par exemple le frelon asiatique aussi, qui produit ses attaques en ce moment même jusqu'à la tombée des dernières chaleurs et à l'arrivée de l'hiver. Et donc tous ces fléaux. Il y a les pesticides, il faut commencer Bien sûr. par ça, peut-être le Oui. glyphosate. Les et pesticides, tout. le changement climatique, toutes ces causes-là, c'est multifactoriel qui causent le déclin de l'abeille. Vous vous rendez compte qu'en Californie, on est obligé d'avoir des smirmorques avec des milliers de ruches, où, entre parenthèses, les abeilles sont victimes un peu d'une maltraitance. Elles ne sont pas bien. C'est pas où on les lâche pour pouvoir polliniser, et puis on les récupère après. Enfin, on est dans un monde surréaliste. Et donc, moi, je trouve la démarche excellente, celle qui permet d'être en proximité avec les ruches, qui simplifie le travail du paysan. Et voilà, c'est une belle idée française. Bravo. Oui, avec d'ailleurs, c'est un objet qui est labellisé. Alors, c'est pas Made in France. Alors c'est le label officiel, voilà, le Made in France, on combat cette idée-là dans le sens l'utilisation du mot Made in France, parce qu'il y a un label qui existe qui est le label Origine France Garantie, qui est la certification. Voilà, on est audité chaque année pour vérifier que nos produits sont bel et bien fabriqués en France, et donc nos deux balances sont, nos deux produits qu'on fabrique aujourd'hui sont certifiés Origine France Garantie. Alors, avec votre entreprise, vous proposez aussi une aide pour les entreprises, pour qu'elles puissent installer des ruches de façon à sensibiliser leurs collaborateurs aux questions de biodiversité. D'après vous, c'est en mettant les personnes en contact avec la nature qu'on parviendra à justement défendre la biodiversité? Oui, je pense qu'il faut prendre le problème à la base et aider les gens à comprendre pourquoi c'est utile. Vous en avez commencé à aborder le sujet tout à l'heure, mais 80% des espèces, que ce soit des fruitiers, etc., même des grandes cultures, sont dépendantes de la pollinisation. Les abeilles font partie des pollinisateurs, et ce n'est pas les seuls, bien évidemment. Il y a les bourdons, il y a un tas d'autres insectes qui sont pollinisateurs. Donc nous, l'idée, c'est d'accompagner les entreprises à prendre à bras-le-corps la cause de la biodiversité et des abeilles, à travers l'outil numérique, parce qu'on sait aujourd'hui que les gens sont connectés et ont besoin de ça. On fait ça de manière intelligente, si je puis dire. On n'est pas là pour mettre des semi-remorques sur les toits des entreprises, c'est pas l'objectif du tout, ni dans les jardins des entreprises. C'est plutôt de construire un projet de sensibilisation avec des apiculteurs locaux. On n'est pas des usines, on s'appuie sur des partenaires locaux qui connaissent le terrain, qui connaissent l'environnement, et donc qui vont installer ces ruches dans ces entreprises. Et nous, avec l'outil connecté, on va apporter la ruche dans le bureau du collaborateur, en plus des animations proposées par nos apiculteurs. Avec cette idée-là, vraiment, d'aider à comprendre, d'ouvrir la ruche, ça sensibilise beaucoup plus. Les enfants des salariés, les écoles, etc., permettent vraiment d'accompagner, de comprendre le monde de l'abeille. La sensibilisation dont on parlait tout à l'heure. Exactement, toujours très importante. Et se déplacer dans les écoles, c'est merveilleux. Et vraiment reconnecter cet homme à cette nature. Et c'est valable aussi bien en Europe qu'en Afrique, qu'en Indonésie. On a l'impression que ces populations vont vivre au contact de la nature, mais non, pas du tout. Eux aussi ont besoin de se reconnecter à la nature, d'apprendre pourquoi défendre les abeilles, les éléphants ou les pandas. Un mot pour finir, Alain Bougrain-Dubourg. Pour finir, juste une réflexion. Il faut être prudent également. Par exemple, on voit que dans une ville comme Paris, on a mis tellement de ruches. J'en ai fait maître au Conseil économique, social et environnemental. Enfin, moi, j'étais très partisan. Qu'aujourd'hui, il y a une compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages, une compétition territoriale par rapport aux ressources alimentaires. Et il y a un moment, mais vous êtes tout à fait lucide de cette réalité, où il faut faire gaffe. On s'arrête avec les ruches,
on laisse faire également les autres pollinisateurs, sinon ils vont disparaître, ces derniers. C'est exactement pour ça que j'insistais sur ce fait-là, où on essaie de le faire en bonne intelligence, et vous faites bien de le rappeler. Il y a effectivement des villes, des agglomérations, des communes qui sont surchargées en nombre de ruches. Alors moi j'aime bien tourner le problème dans l'autre sens parce que je suis de l'autre côté, c'est plutôt de me poser la question, au lieu de dire il y a peut-être trop de ruches, c'est est-ce que nos villes sont assez végétalisées? C'est aussi un sujet qu'on met, et c'est vrai qu'à travers les entreprises lesquelles on accompagne, on a des paysagistes au sein des entreprises qui se servent de l'outil abeille pour savoir quels sont les manques qu'il peut y avoir sur la biodiversité. En fait, c'est un peu le problème de la conservation, c'est qu'on va partir sur une idée simple que les gens vont facilement comprendre. Donc là, tout le monde a compris, les abeilles, c'est indispensable. Donc du coup, on en met partout. Et effectivement, moi, j'avais rencontré quelqu'un qui me dit, c'est comme si on voulait sauver les oiseaux et qu'on mettait des poulaillers partout. Ah ben d'un coup, on comprend que non, ça marche pas. Chaque intervention de Donc, l'homme doit être réfléchie. Vous savez quel est l'oiseau le plus nombreux sur la planète? La poule. Le moineau. La poule. La poule, oui, c'était la mode des poules fut un C'est temps. bien triste. Mais... Oui, eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Alain Bougrain-Dubourg, Delphine Delors et Jérôme Clergeau, d'être venus nous parler de biodiversité et de pandas. Et nous nous retrouvons très bientôt dans Pour tout vous dire. Merci à tous de nous avoir suivis.